Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'aborde assez rarement sur la chaîne et pourtant qui est essentiel dans la réalisation, que ce soit des recherches, des scripts ou des vidéos elles-mêmes, et qui tourne autour de la difficulté, pas forcément évidente, qu'il peut y avoir à traiter d'affaires japonaises, même en étant sur place. Vous le savez, on trouve très peu de documentation et de renseignements sur Internet concernant les affaires criminelles japonaises, à part effectivement ou évidemment plutôt les grandes affaires les plus connues, bien sûr le massacre de Akihabara ou Miyazaki Tsutomu, les affaires Sakakibara Seito. On trouve des choses qui sont souvent très tronquées. Lorsque vous faites des recherches en français, par exemple, je prends l'exemple, parce que j'ai eu le cas récemment avec un confrère youtubeur francophone qui a sorti une vidéo sur une affaire japonaise et qui s'était basé justement sur des documents en anglais et en français. Voilà, le problème étant qu'il y a énormément de traductions qui, à force des intermédiaires, perdent de leur signification, de leur sens, et qui même parfois revêtent des significations totalement différentes de ce qu'elles peuvent être à l'origine. Donc voilà, pour résumer, on trouve très peu d'éléments proposés au grand public, dont je fais partie. Je n'ai aucune attribution particulière en tant que YouTuber True Crime, on va dire. Et donc il faut se rabattre soit sur les sites d'information spécialisés et leurs archives, très souvent payantes d'ailleurs. Mainichi, Asahi, etc. ont des archives payantes, numériques et papier, soit vers des archives judiciaires, qui elles aussi sont payantes, mais sont assez facilement accessibles, ou les archives nationales, tout simplement, que l'on trouve soit à Yokohama, à Hibiya, etc., qui là aussi sont payantes, mais qui vous fournissent pas mal de documentation microfilmée, alors que l'on a le droit de consulter, qu'on n'a pas le droit de reproduire. Donc d'où l'intérêt d'y aller avec un carnet de notes et de prendre des notes sur place. Mais cela ne fait souvent pas suffisamment de matériel pour pouvoir travailler de façon satisfaisante sur une affaire. Vous l'avez pu constater, depuis bientôt 4 ans, je traite beaucoup, en tout cas souvent, d'affaires qui n'ont pas eu un retentissement phénoménal au niveau national, alors encore moins au niveau international, des affaires locales, mais qui ont été traumatisantes. Il y en a d'ailleurs une qui arrive là sans tarder, qui vous verrez est très étonnante, mais qui bizarrement a disparu des radars des archives internet ou même des médias nationaux, et donc dans ce cas-là, il faut prendre, pas sa pelle et son seau, mais il faut prendre son bâton de pèlerin et se rendre sur place pour voir, déjà se rendre compte de ses propres yeux, de ce qu'a pu être l'endroit, essayer d'apprécier l'environnement, pour voir les distances, pour voir l'environnement social, urbain, rural, etc. Et lorsque l'on a un peu cette imprégnation de l'endroit et de l'affaire, avec un petit résumé, souvent par le biais de la PQR locale, la presse
presse quotidienne régionale et de ses archives pour les affaires les plus anciennes, eh bien, on n'a plus qu'un seul choix, qui est celui d'aller interroger les gens qui ont été acteurs de ces affaires. Les victimes, souvent, même c'est toujours impossible. Les familles des victimes, c'est extrêmement compliqué parce que ce sont des gens qui se protègent et c'est bien naturel, qui souvent ont déménagé, ont changé d'identité ou ont disparu dans la nature, traumatisés, souvent ont disparu aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui disparaissent volontairement, je ne vais pas prononcer le mot, après des affaires familiales très lourdes. Ensuite, il y a le cercle élargi. Là, on peut de temps en temps rencontrer des gens à qui l'on pose des questions et qui en général ne vous répondent pas. Voilà, parce que il y a cette espèce de difficulté inhérente au pays lui-même, et c'est encore une spécificité culturelle à part entière, qui est celle de vouloir se tenir éloigné de toute forme de problème. Alors là, je parle de la grande majorité de la population. Il y a bien sûr des exceptions, des gens qui provoquent eux-mêmes les problèmes. Là, je ne parle pas d'eux. Enfin, si je parle d'eux justement dans mes vidéos, parce que c'est en général ceux qui commettent les affaires. Mais je parle de la population en général, et il est vrai qu'il y a quelque chose de très très particulier et qui est propre au Japon, et qui s'applique à toute forme d'activité. Que ce soit au niveau d'un témoignage, lorsque vous allez voir un témoin d'une action, un témoin d'une affaire criminelle ou d'une affaire d'actualité, il y a de fortes chances que cette personne refuse de vous répondre, premièrement, bon ça c'est tout à fait son droit, voire pousse comment dire, la négation jusqu'à nier le fait qu'elle ait pu assister à cela, qu'elle ait pu connaître telle personne. Pourquoi? Non pas par désir de mentir, de nuire, ou de faire du tort, ou quoi que ce soit, ou de participer à une action quelle qu'elle soit. Non, c'est juste parce qu'il y a un sentiment, le trouble, c'est-à-dire les problèmes, se tenir éloigné des problèmes en toutes circonstances, ce qui fait que n'importe quel kidam pourra se désavouer de quelque chose qui pourrait même entraîner d'autres personnes dans des problèmes. Moi j'en ai fait l'expérience à maintes reprises, encore récemment. Vous faites affaire avec des personnes, et puis le jour où vous avez besoin d'un renseignement parce qu'il y a peut-être un problème par rapport à votre transaction, tout de suite, non, je me tiens éloigné de tout, parce que il y a cette peur d'être mis en avant et peut-être d'être confronté, soit devoir rendre des comptes sur quelque chose, et on n'a pas envie, parce que du coup on sortirait de son anonymat et de son statut de personne ordinaire, et on irait vers quelque chose d'extraordinaire, avec le risque, peut-être, de devoir aider quelqu'un dans une situation délicate, ce qui est absolument hors de question, d'où, et je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, ces petits arrangements de la main à la main, en espèces, en cas d'accrochage de voiture, en cas de petite bêtise d'un enfant, par exemple, on n'ira pas voir le directeur, on n'ira pas voir le coban, le policier du coin, mais on glissera quelques billets dans la poche de l'offensé, et puis comme ça, on n'en parlera pas, tout ira bien, il n'y aura pas de... Alors, ça peut avoir des avantages sur certaines choses, mais c'est vrai que lorsque vous enquêtez sur une affaire et que vous avez une fin de non-recevoir à chaque fois pour ne pas être impliqué dans quelque chose qui est tout à fait anodin, mais qui pourrait, aux yeux de certains, passer pour quelque chose d'extraordinaire, eh bien, ça peut poser certains problèmes. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que l'affaire sur laquelle je suis en train de travailler, et qui sortira, j'imagine, je suis même quasiment sûr, à la fin de l'année, peut-être au mois de novembre, au mois de décembre, repose beaucoup sur la mémoire que peuvent en avoir les anciens, parce que c'est une affaire qui s'est passée au début du XXe siècle. Vous connaissez la longévité des habitants de l'archipel, et il se trouve qu'il y a des gens qui auraient pu connaître des témoins de cette affaire, dont les parents auraient pu la connaître, et je sais qu'il reste encore la mémoire de cette affaire sur place. Mais avant de déménager en France, je me suis déplacé jusque dans cet endroit, voilà, qui est assez loin de Tokyo, là où on résidait, et bien il se trouve que j'ai fait chou blanc. J'ai rencontré des personnes qui étaient en âge d'avoir connu des témoins et des acteurs de cette affaire.
dont certains dont j'étais absolument sûr hein, de l'implication de l'un de leurs aïeux, et donc peut-être possiblement de la transmission de ces témoignages, et tous ont refusé de me parler. Pas parce que je suis un étranger, ça se voit à ma figure, mais parce qu'ensuite j'ai délégué quelqu'un du cru, on va dire, pour parler à ma place, parce que j'avais peur qu'il y ait peut-être une réticence, ce qui peut arriver, hein, surtout dans les endroits les plus reculés du pays, et là c'était vraiment un endroit très très reculé, mais non, même à quelqu'un, mon épouse pour ne pas la nommer, de japonaise de souche, on va dire, eh bien... il y a eu une fin également de non-recevoir parce que même des 90 ans plus tard, eh bien, on ne veut toujours pas prendre le risque de s'impliquer dans quelque chose qui pourrait potentiellement vous amener vers le devant d'une scène qui n'est pas la vôtre, ou vous emmener dans une affaire extraordinaire, donc qui vous ferait sortir de votre petite routine. Et donc, eh bien, on a eu des désaveux de personnes qui pourtant, comme je vous l'ai dit, on savait que leur grand-père ou leur grand-mère avait été témoin, là c'était un massacre dans un village, on avait été témoin, même une des personnes était la petite fille d'une des victimes, mais il y a eu un affolement général avec non, repartons très très vite, et la seule personne qui a accepté de nous répondre... elle a dit qu'elle ne savait absolument rien, non, de toute façon c'est pas ici que ça s'est passé, c'est pas vrai, on vous a mal renseigné, de toute façon même si c'était arrivé, il faut oublier tout ça, non. Voilà, une façon d'effacer le passé, et vous remarquerez, et je vais terminer là-dessus, que la SK culture, la serial killer culture, telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est présente, surtout aux États-Unis, mais aussi maintenant de façon assez générale en Europe, occidentale du moins, et un peu en Russie, j'ai remarqué depuis quelque temps, est totalement absente au Japon. J'ai fait un essai hein, au tout début, les 2 premières vidéos de la chaîne étaient sorties en japonais, elles n'ont eu aucun succès. Les chaînes de true crime telles qu'elles sont faites en France et aux États-Unis ne marchent pas au Japon. Celles qui marchent, enfin, vous savez, je vous ai déjà fait des vlogs dessus, sont très très différentes, et s'adressent surtout à un public très très particulier, parce que le Japon est un pays qui aime oublier ses traumatismes, et ça fera l'objet d'une deuxième ou d'une seconde, on verra, partie de ce vlog, où j'aimerais vous parler un peu d'histoire et d'enseignement de l'histoire pour recouper un peu le vlog précédent et ceux qui viendront sans tarder. Voilà, c'était une petite réflexion que je voulais vous livrer aujourd'hui, un petit témoignage, donc ne soyez pas étonnés parfois sur certains témoignages étranges ou certaines négations étranges qui peuvent venir du Japon par rapport à une évidence. C'est comme ça, c'est le pays. Allez, je vous laisse, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Matane.